On arrivait à 7-8 mois de grossesse et c'est là que on commence à faire des cours de préparation à l'accouchement et j'étais là, ah oui, il va falloir défusionner. J'avais l'impression dans ma tête que c'était tout récent, que je venais juste de m'habituer au fait que tout se passait bien, que j'étais enceinte, je kiffais être enceinte en plus. Et du coup, je me disais, ah non mais attendez là, mon fœtus, il faut que je m'en sépare. Vraiment, j'entendais les sages-femmes qui me parlaient de l'accouchement, de couper le cordon, de l'après, de la contraception à venir, de ce qu'il fallait penser, des soins au bébé. Et moi, j'étais là, mais vous me parlez de tout ça, mais moi, vous me parlez une langue étrangère en fait. Moi, je suis encore en train de couver et j'avais besoin d'être dans le moment présent et pas déjà dans la projection de l'après. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où un mardi sur deux, à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Marjorie, merci beaucoup d'être avec nous, d'être avec moi. Merci à toi. Marjorie, tu es super parce que tu as trouvé le titre de ton épisode de podcast dans ton sujet. Et aujourd'hui, je comprends mieux parce qu'en fait, t'es éditrice, c'est ça? Oui, donc je me dis, ouais, ok, elle sait faire les titres en fait. T'as intitulé ton mail le postpartum dure 3 ans. Tout à fait. Waouh, excellent. Voilà une bonne façon de m'avoir et de J'ai accroché. Et de me choper. Ouais. Mais bon, c'est ton métier. Oui, c'est vrai. C'est compréhensible. C'est vrai. Est-ce que tu peux, je sais pas, peut-être commencer par te présenter? Oui. Alors, je m'appelle Marjorie, j'ai 35 ans et demi. Vraiment. Presque. C'est important c'est hyper important. de pas passer la maturité. Ouais. Ah non, je croyais que c'était parce que tu te disais putain après c'est les 36, 40. Peut-être qu'il y a de ça. C'est la fin des haricots. C'est la pente glissante. Vers la vieillesse. Non, j'ai 35 ans. Je suis éditrice et autrice, principalement dans l'édition jeunesse, mais pas que. Je suis un peu un couteau suisse, comme on dit. Ouais. Et je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Alice, qui a 3 ans et demi. Elle, c'est important de le dire, les 3 ans et demi. C'est très important à cet âge-là. Et mon conjoint s'appelle Antonin. Voilà. Bonjour Antonin, si tu nous écoutes. Antonin. Bonjour Alice, si tu nous écoutes peut-être dans 10 ans. Sûrement. On verra. Sûrement. Tu vas lui faire écouter cet épisode? Bien sûr. Okay. Demain. Non, je rigole. Alors maman a un truc à te dire. Voilà. J'en ai chié avec toi pendant 3 ans, d'accord? Pas que. Merci beaucoup Marjorie de venir expliquer. Et je suis très heureux que tu viennes parler. Et si j'ai bien compris, tu vas venir parler de postpartum. Oui. Parce que c'est pas du tout un sujet que j'ai encore adressé, en tout cas dans son ensemble. Je crois qu'on en a parlé à droite à gauche, tu vois, parce que forcément le postpartum existe. Et c'est vrai que c'est très cool d'avoir un épisode et que tu viennes m'en parler, surtout que ça a l'air d'avoir été costaud pour toi. Oui, tout à fait. Ça a été une période assez mouvementée. Mais je pense qu'en fait, tout est lié. C'est-à-dire que le postpartum est lié aussi à la grossesse et à dans quel état d'esprit j'étais avant, comment j'envisageais la maternité ou comment je ne l'envisageais pas. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de mal à me projeter. Et donc, on va parler de tout ça. Ok. Mais on peut peut-être commencer par le début. C'est comment t'as envie, d'où te vient l'envie d'avoir des enfants, quoi. Oui. Alors en fait, j'ai toujours été, comme je te disais, une petite fille déjà même très maternelle. Ça paraît bizarre de dire ça, mais j'ai un petit frère qui a que 4 ans de moins que moi, mais dont je me suis beaucoup occupée. J'ai été l'ado qui faisait des babysitting tout le temps et qui adorait ça, lire des histoires, jouer, s'amuser. Et donc pour moi, l'envie d'avoir mes enfants était aussi là, en fond. Depuis toujours, je me disais, j'ai envie de rencontrer un homme et d'avoir des enfants avec lui. Et c'était comme ça que j'envisageais mon avenir de femme. Est-ce que tu le faisais par mimétisme, tu sais, en fait ma maman est comme ça ou les femmes sont comme ça, donc voilà ce qu'il faut faire pour être
pour être acceptée comme probablement un peu franchement, probablement que oui, parce que si tôt ça paraît fou sans le questionner en fait. Mais en même temps avec avec le temps, j'avais vraiment un grand plaisir à m'occuper des enfants et à jouer avec eux, et je pense que j'ai une âme d'enfant aussi que je ressens encore dans mon métier quand je découvre les manuscrits jeunesse, donc je suis assez en phase avec cette partie-là de moi-même. Tu l'as pas renié? Non, je l'ai pas du tout renié, elle est bien là. Et donc en fait, pour moi, ça me semblait naturel pour moi. C'est pas à dire que je ne comprends pas du tout ceux qui ne veulent pas d'enfants. Je le comprends complètement, encore plus maintenant. Tu es ici pour parler de toi, tu sais. Oui, tu n'es pas obligé de t'excuser au nom de... Non, mais je veux dire par là que dans mon rapport au féminisme et à la maternité, j'ai forcément beaucoup questionné ça, même encore maintenant, de pourquoi on fait des enfants et est-ce que... Mais en tout cas, je pense que l'envie, elle était assez naturellement là. Après, quand j'ai rencontré donc mon conjoint actuel, mon chéri, il était un peu plus jeune que moi et du coup, on en a bizarrement parlé assez vite. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble et donc j'avais 27 ans quand on s'est rencontrés, lui 24. Et je me souviens qu'au bout de 2-3 mois, on était en terrasse, on voit une petite blonde et il me dit, tu vois, là, un jour, on aura notre petite blonde à nous. Ah yes. Et j'ai dit, elle s'appellera Alice. Ah yes. Voilà, tout était tracé. C'était bon. Allez hop. Le blueprint était prêt. Bon, après, on a attendu un peu quand même. On a profité de notre vie de jeune couple, on a voyagé, etc. Parce que bon, j'avais quand même conscience que c'était pas la panacée d'avoir des enfants et que c'était bien d'attendre un peu et d'en profiter, en fait, tout simplement. T'en avais conscience comment ? Parce que j'avais des amis plus sages et plus mûrs, non, plus âgés que moi, qui avaient des enfants et qui m'avaient dit, j'en avais une en particulier à qui je pense, qui m'avait dit profite. Ouais. Elle a 3 enfants, elle m'avait dit surtout c'est très important, profite, c'est génial d'avoir des enfants, mais profite avant. Mais elle t'en parlait dans le détail, parce que tu vois, pour moi, il y a vraiment une transmission aujourd'hui qui existe depuis quelques années, j'imagine, qui rentre plus dans le vécu plutôt que dans cette phrase, effectivement, qu'on a tous entendue. Et qui veut pas forcément dire grand-chose. Voilà, profite avant de faire des enfants, ça veut tellement rien dire, en fait. Non, en fait, c'est compliqué. Et pourquoi c'est compliqué ? Elle me l'avait pas vraiment dit, mais peut-être que j'étais aussi pas prête à l'entendre. Parce que, en fait, je le voyais bien, mais enfin, c'est quand même pas pareil de faire des babysitting et d'avoir ses propres enfants. Je le vois maintenant. Oui, tu peux les rendre à un moment donné. Tu peux les rendre aux parents et tu fais, allez, salut, à une prochaine. Et en plus, dormir. Tu prends de la thune en passant. C'est vrai. Vraiment, alors que t'en perds, c'est horrible. Oui, c'est un gouffre financier, les enfants, entendons-nous. Hein. Tout à fait. Alice, si tu nous écoutes. Pauvre. Non, mais en fait, je pense pas qu'elle m'en ait parlé dans le détail, et donc forcément je ne me rendais pas compte, et je reste persuadée à l'heure actuelle qu'on ne se rend pas compte tant qu'on ne l'a pas vécu. Ça fait partie de ces choses qui sont compliquées à transmettre, ne serait-ce que parce qu'il faut aussi être prêt, comme je disais, à l'entendre, je trouve. Je suis très d'accord avec toi. Ok. Voilà. Et donc vous avez profité avec Antonin de votre vie de couple, et puis un jour vous vous êtes dit ok, let's go. Comment ça s'est passé ? En fait, c'est cliché, mais je crois que j'allais avoir 30 ans le mois d'après. Tu voulais avoir un enfant avant 30 ans, c'est ça ? Non, mais je m'étais dit là c'est le bon moment. En plus, dans l'édition, j'ai été en CDD assez longtemps, et là c'était mon 2e CDI. J'étais bien dans mon boulot, je m'éclatais, mais je sentais que je pouvais un peu laisser ça pas de côté, mais me faire un pas de côté, on va dire, et fonder ma famille. Et donc du coup, je me souviens que franchement, je me souviens très bien. J'ai dit à Antonin, bon bah là, ma pilule, elle se termine demain, donc soit on en rachète encore une plaquette, soit on la laisse. Il m'a fait non. Alors évidemment, on en avait parlé avant, mais c'était le futur indéfini, et là ça devenait très réel. Et bon, je casse le suspense, on a repris 1 mois je crois, et après il m'a dit bon ok, là c'est bon, tu peux l'acheter. Donc j'ai dit bye bye, on a passé des bonnes années ensemble, chère plaquette. Et voilà, il y a ce truc très concret du coup d'arrêter sa contraception quand on a choisi de faire un enfant et que c'est pas une surprise et tout. Et du coup, après vient les essais, et là je vais pas être trop longue sur le sujet, mais ça a pas mis très longtemps. On a mis 6 mois avant que je tombe enceinte, sauf que j'ai fait une fausse couche.
vers 10 ou 11 semaines de grossesse, donc quand même assez avancée. Et ça a été un peu traumatisant parce que j'avais aucun signe de fausse couche. En fait, je l'ai su à une échographie, Okay. voilà. Et donc tous les deux, on l'a super mal vécu forcément. Ça a été très dur, que ce soit psychologiquement parce que c'est un deuil. Il faut faire le deuil d'un timing, d'une vie presque. On se dit, là, j'aurais dû accoucher à telle date. Non. Ouais. J'étais déjà dans mon truc de je vais faire mon congé mat à telle période, donc il faut que je finisse mes projets. Non. Je suis très prévoyante comme ça. Oui, c'est ça, c'est que tu avais planifié beaucoup de choses. Ouais. Dès que le test est devenu positif, en fait, on s'est projeté. Et du coup, on a beau savoir que ça arrive, et pour le coup, mon gynéco était super pour ça. Il m'a beaucoup entourée, il m'a bien expliqué que c'était pas de ma faute, tout ça, que c'est statistique presque. Oui. Ça arrive, je crois, il m'avait dit une grossesse sur 4, un truc comme ça. Ça n'en reste pas moins un coup de poing, quoi. Donc, passé cette période un peu difficile, on se dit quand même, ça nous montre bien qu'on veut un enfant, et donc on a continué à essayer une fois que moi j'allais mieux physiquement. Donc, quelques mois après, je me dis bon, tiens, c'est marrant, je sens que je me sens pas comme d'habitude, mais j'ai pas voulu faire de test tout de suite. J'ai attendu assez longtemps. Je crois que j'étais enceinte d'1 mois et demi quand j'ai fait le test, ce qui est rare. En général, on le sait quand même plus tôt. C'était à cause de la fausse couche, ouais. T'avais peur de... Ouais, en fait, je me disais, j'attends parce que, j'attends. Chaque jour qu'il disait, je me disais, je vais avoir mes règles. Non, je les ai pas. Bon, on verra le week-end prochain. Et je me disais, plus je ne sais pas ce qui se passe, mieux je suis pour le moment, parce que... C'est le chat de Schrödinger. Exactement. C'est exactement ça. Si le chat est mort ou pas, quoi. Exactement. Okay. Donc voilà. Et pourquoi j'explique ça? Parce que ça a forcément beaucoup retenti sur la suite, sur comment j'ai vécu la grossesse et la naissance d'Alice. Tu veux dire le fait d'avoir vécu cette fausse couche. La fausse couche, ça a teinté. Ok, d'accord. Oui, forcément. Ouais. Oui, j'imagine. Parce que, en fait, c'est marrant. L'échographie où j'ai su que j'étais enceinte, j'ai passé en fait le mois d'août parce que c'était le mois d'août et que voilà. Et en septembre, j'étais faire une écho et je sais pas, j'étais persuadée que j'aurais une mauvaise nouvelle. Et en fait, non, il y avait un bébé et tout allait bien. Ah ouais, donc t'avais planifié. C'est-à-dire que plutôt que de planifier la vie et la naissance, etc., t'avais planifié la mauvaise nouvelle, quoi. Oui, oui, complètement. Okay. Je tremblais, je me sens sur la table d'écho. On était tous les deux, on s'était planifié la soirée au cas où il se passait, au cas où on aurait une mauvaise nouvelle, que ça avait pas tenu. Et en fait, quand j'ai vu le bébé sur l'écran d'écho et le battement de cœur, j'étais choquée. J'étais là. Pourtant, j'avais eu des nausées tout l'été. Enfin, je veux dire, il y avait quand même des signes qui montraient que ça avait l'air de plutôt aller bien, mais bon, c'est jamais. Waouh, ok. Donc voilà. Et donc du coup, j'étais d'accord. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a un bébé. Non, on était super heureux. Ouais. Et voilà, et en fait tout de suite pour le coup ça a un peu éloigné ces nuages noirs de savoir que tout allait bien. Et comme j'avais attendu, j'ai fait une première petite écho comme ça de datation, et j'étais enceinte de presque 3 mois. Donc en fait j'avais passé cette espèce de fatidique date des 3 mois qui est un peu un coup près qu'on assène au couple, je trouve, qui attend un enfant et qui rime à rien, à mon avis, mais... Je sais pas si c'est... en fait, ça doit juste être un choix. Si, statistiquement, je crois quand même qu'après passer 3 mois, les voyants passent plutôt au vert. Après, il peut toujours se passer quelque chose. Dès qu'il y a de la vie, il y a un risque. C'est un peu c'est le principe de la vie. Non, mais c'est ce que je dis. Ouais. Mais j'étais quand même très soulagée, et du coup on a vécu cette grossesse en plus beaucoup à deux, parce que à ce moment-là Antonin était venait de faire une rupture conventionnelle et allait faire une reconversion pro. Donc en fait il était avec moi à tous les rendez-vous. On a fait des millions de trucs liés à la grossesse. Enfin, on a vécu dans notre bulle en fait pendant tous ces mois. C'est canon, comme il était lui-même en train de se réinventer alors qu'il était en train de lancer cette vie de père, quoi. C'est marrant, les carrefours de vie parfois. Complètement. C'est un carrefour pour tout le monde, et je me doutais pas à quel point ça allait l'être après pour moi aussi. Mais ouais. Mais du coup, c'est vrai qu'on a vécu ces mois comme une bulle où on s'est dit il faut qu'on en profite, parce que tout le monde nous disait on a qu'une fois un premier enfant, parce que après si on en fait un autre, il y a le premier à s'occuper. Ça c'est vrai. Donc on ne profite pas pareil. Et comme j'avais la chance d'avoir une grossesse qui se passait très bien et que j'étais bien dans mon corps, même si j'étais crevée
par le boulot quand même. Mais globalement, j'ai vécu une grossesse de rêve, quoi. J'ai pas à me plaindre. Ok. Donc voilà. Et après, on arrivait à 7-8 mois de grossesse. Et c'est là que on commence à faire des cours de préparation à l'accouchement. Et j'étais là, ah oui, il va falloir défusionner. Il faut qu'il sorte à un moment donné, que se passe-t-il? Oui, je venais juste de m'habituer à... Enfin, j'avais l'impression dans ma tête que c'était tout récent, que je venais juste de m'habituer au fait que tout se passait bien, que j'étais enceinte, je kiffais être enceinte en plus. Et du coup, je me disais, ah non, mais attendez là, mon fœtus, il faut que je m'en sépare. Vraiment, j'entendais les sages-femmes qui me parlaient de l'accouchement, de couper le cordon, de l'après, de la contraception à venir, de ce qu'il fallait penser, des soins au bébé. Et moi, j'étais là, mais vous me parlez de tout ça, mais moi, vous me parlez une langue étrangère, en fait. Moi, je suis encore en train de couver. Et j'avais besoin d'être dans le moment présent et pas déjà dans la projection de l'après. J'arrivais pas à... Comment ça? Tu viens de me dire il y a 10 minutes, 5 minutes que tu avais besoin de planifier, mais là tu avais décidé de pas en tout cas sur ce sujet-là, tu avais décidé de pas t'en occuper. Ouais, complètement. Okay. En fait, je pense que c'est là en ça que je dis que la fausse couche a teinté aussi tout ça, c'est que je pense que je m'étais tellement accrochée à ce bébé qui était Alice du coup que j'avais l'impression que 9 mois ça allait être long, que j'allais avoir le temps de me faire à l'idée d'être enceinte et puis que ensuite j'aurais hâte d'accoucher pour avoir mon enfant. Sauf qu'en fait, j'étais bloquée sur la grossesse en mode c'est trop bien, je suis trop bien, elle est bien là, elle est en sécurité, elle est en bonne santé. J'ai pas envie je suis pas prête. Ouais. Ouais, c'est pas que j'ai pas envie, je suis pas prête. Et en fait, les semaines passaient et je me disais, mais je suis toujours pas prête. Sauf qu'il y a un moment où il n'y a plus le choix. Et donc, en fait, petit à petit, je me faisais mes cours de préparation à l'accouchement et tout. Et j'essayais de me mettre dans cet état d'esprit de défusionner et je lui écrivais. Je me sens que je lui écrivais des lettres. Là, on voit l'éditrice et l'autrice qui écrit. Bah oui. Je disais, mon bébé, tu vas venir. Et j'essayais de projeter dans cette nouvelle vie à 3. Mais ça me semblait vraiment un monde inconnu. T'avais aucune envie de planifier justement cette vie d'après? Alors que j'ai l'impression que c'est un truc que t'avais adoré faire pendant cette première grossesse. Eh ben, en fait, c'est pas que j'avais pas envie, c'est que je me disais, je vais passer cette étape incroyable qu'est l'accouchement, je vais devenir mère, même si j'avais l'impression de l'être quand même quelque part déjà en étant enceinte, mais je vais devenir vraiment mère, je vais m'occuper de cet enfant. Et je ne sais pas à qui je serai à ce moment-là. Qui sera cette Marjorie après cette étape? Ah ouais. Ouais, je le pensais comme ça. Je sais que c'est un peu bizarre. Non, pas du tout. J'avais l'impression que tout le monde se disait ah bah oui, elle a accouché, elle a eu son enfant, et voilà, elle est retournée au boulot, et voilà. Et moi, je me disais, mais les gars, enfin, accoucher, c'est ouf, enfin, surtout la première fois, on devient parent. Et je me disais, et là, on me demande en fait de savoir à quoi va ressembler ma vie alors qu'elle sera en Technicolor, quoi. Et que je n'ai jamais vu le Technicolor, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Donc, comment je peux savoir, en fait? Et je pense que ce qui m'aurait aidé a posteriori, c'est de savoir déjà que c'était normal de pas avoir de perdre ses repères et que c'était ok, mais qu'il y avait des moyens de se donner des balises pour la suite en fait et de demander de l'aide, etc. Mais ça, j'en parlais après peut-être. D'accord. Mais voilà, j'avais l'impression vraiment, si je dois donner cette métaphore, c'est que j'avais l'impression d'être dans une sorte de sas et que j'allais commencer vraiment une nouvelle vie et que je savais pas par quel bout prendre le truc. Et j'imagine qu'en plus, dans cet état d'esprit-là, ça doit paraître gigantesque. Oui. Comme mission. Oui, c'est ça. Par où on commence, quoi. C'est ça, exactement. Et puis, je suis pas du tout intense comme fille, donc. Non, t'as pas l'air. J'imagine que ça devait être tout à fait serein. Oui, non, mais émotionnellement très apaisé. Tout à fait. Avec les hormones de la grossesse en plus dans la tronche. Qui font des hauts et des bas. Mais je me souviens pas. Je me souviens vraiment de ça et je me souviens que je ne comprenais pas. Je n'arrêtais pas d'essayer d'avoir une espèce de révélation qui n'arrivait pas en fait sur. Oui, je vais accoucher et tout va bien se passer et ça va être génial. Et aussi, ce qui se passait... Pardon, non, mais elle te venait d'où cette idée que t'allais avoir une révélation? Je sais pas. Ok. Je pense que ça vient probablement
d'une fausse idée que les autres personnes, les autres femmes semblaient avoir comme si c'était des rails et un chemin tout tracé, la maternité, et qu'il y avait grossesse, accouchement, bébé dans le même prolongement, et que c'était normal. Et moi, j'avais l'impression plutôt que c'était, tu parlais d'un carrefour, que c'était un carrefour et que je savais pas où j'allais me retrouver après ce carrefour, en fait. C'est plutôt un rond-point, même. Ou un rond-point, avec tout à fait. plein de sorties. En faisant tout le tour du rond-point 15 fois, en attendant de savoir où le GPS m'emmène. Mais ouais, c'est ça. Ok. Donc... Pardon, je t'ai coupé, je sais plus où t'allais après. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que ce qui peut expliquer aussi cette espèce de brouillard dans lequel j'étais, c'est qu'au niveau professionnel, ça s'est pas très bien passé pendant ma grossesse. Et en fait, on m'a annoncé, quand j'étais enceinte de 5 mois, quelque chose comme ça, que mon poste allait un peu changer, mais on savait pas vers quoi ça allait aller. Donc, j'étais pas très bien pris. C'était pas très bien passé. Ouais. Et donc en fait, suite à ça, déjà j'étais dans plein de projets super prenants et je m'étais un peu donné à fond dans mon boulot pour essayer de finir plein de trucs avant mon congé mat. Et en fait, je me suis épuisée. Je pense que j'étais à la limite du burn-out. Et donc j'ai été arrêtée de mon 5e mois, mon 6e mois de grossesse. Et je suis quand même revenue bosser parce que je voulais finir un projet qui me tenait particulièrement à cœur. Et donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que non seulement personnellement, au niveau de mon couple, au niveau de ma famille que j'allais fonder, je ne savais pas trop ce que ça allait donner, mais au niveau professionnel, j'étais aussi un peu dans le brouillard. Or, le boulot, c'est une énorme partie de ma vie. Pour moi, c'est un truc qui me passionne et j'y tiens beaucoup. Et donc, du coup, j'étais là... Tout est instable. Ouais, c'est ça. Tu crois que si t'avais eu le boulot, qui était en tout cas un truc sur lequel tu t'étais dit, ok, là-dessus, je peux me reposer, ça aurait été plus simple pour toi? Je pense. Ok. Clairement, je pense que si je m'étais sentie à l'aise à mon retour de congé mat, en sachant où j'allais, en fait, tout simplement, professionnellement, ça se serait passé différemment. Mais d'un autre côté, aucun regret puisque les choses se sont déroulées de la manière dont elles devaient se dérouler et que maintenant ça va. Okay. Mais à ce moment-là, c'était quand même un gros problème pour moi de pas savoir de pas avoir de point d'arrivée en fait. Je comprends. Après le congé mat. T'as mentionné très rapidement ton couple. Je crois pas que c'est tombé dans l'oreille d'un sourd. C'était compliqué entre vous? Non, pas du tout. Okay. Ouais, pas du tout. C'est juste que je me disais, on va devenir parents et en fait, j'anticipais déjà le fait que ça allait être pas compliqué forcément, mais que ça allait forcément nous transformer d'une manière ou d'une autre. En tout cas, épaissir la relation, lui donner une autre couche. Et forcément, franchement, j'avais pas peur parce que comme on a vécu cette grossesse à deux, il était ultra impliqué. J'avais vraiment l'impression que ça le concernait à mort. Du coup, on a vraiment vécu ce truc main dans la main. En postpartum, ça a été un peu plus compliqué. Pas du tout de manière, dramatique, mais c'est juste qu'il y a eu plus d'engueulades parce que, forcément. Bah oui. Il faut mettre il y a des ajustements à faire quand on devient parent. Donc, ça aussi, voilà. C'est un truc dont on parle pas assez. C'est des ajustements qu'il y a à faire, mais on va en parler, oui. On va en parler. Des points sur les i. Des points sur les i. Mais c'est tellement dur, et surtout pour moi, l'un des trucs que j'essaie de faire avec Histoire de Daron, maintenant avec Histoire de Daronne, c'est vraiment, en fait, les premiers jours et les premières semaines sont tellement importantes et il faut faire très attention à comment les dynamiques se mettent en place d'entrée, quoi. Complètement. Et si t'as la sensation que tu te dis, bon, là, ça me paraît bizarre, mais c'est pas grave, on verra plus tard. Non. Franchement, c'est le moment, il faut y aller. Ouais. C'est trop dur. Et c'est vraiment très compliqué à faire. Carrément. Surtout que t'as la fatigue, bref. Oui, tout à fait. Comment se passe cet accouchement alors? Peut-être cette fin de grossesse, je ne sais pas. La fin de grossesse se passe bien. J'en ai finalement un peu marre d'être enceinte à ce moment-là parce que c'est voilà. Et je devais accoucher le 26 mars et le 26 rien, le 27 fausse alerte. Et on me dit, vous allez être déclenché demain s'il se passe rien. Et là, la petite était estimée à 3,7 kg. Donc, autant dire que j'avais vraiment hâte. Wow. Ouais. J'y croyais pas. J'étais dans le déni jusqu'au bout. Mais en fait, ils avaient raison. C'était un beau bébé. Mais du coup, à la fin, j'étais un peu fatiguée, excitée. Pour le coup, j'avais hâte. Parce qu'en fait, un peu comme, je sais pas, avant un long voyage où on se dit... j'en ai marre d'attendre, en fait, je veux y être. Ça me fait peur, mais je veux y être. Et c'est exactement ça.
Et en fait, finalement, ils n'ont pas eu besoin de me déclencher. J'ai perdu les os la nuit avant le déclenchement chez moi, dans mon sommeil. Ouais. Je me suis réveillée avec l'impression qu'on me balançait une tasse de thé sur moi. C'était trop bizarre. Et j'étais c'est cool, comme dans les donc films. Ça, ce rêve humide. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas le genre dont on pourrait imaginer. Non, du coup, c'était cool parce que pas de doute, il fallait y aller, quoi. Et ce que je savais pas, c'est que je savais que c'était pas comme dans les films où on perd les os et on pousse 3 fois et hop, en criant et en pleurant et hop, il y a un beau bébé dans nos bras qui en fait a 3 mois et demi. Ouais. Non, c'est pas ça. J'ai perdu les os, je crois le 27 à 5h du matin et j'ai accouché le 28 à 16h par césarienne finalement. Parce que elle descendait pas dans mon bassin, on ne saura jamais pourquoi. Ok. Attends, je tilte sur un truc, mais est-ce que tu as vu le film Énorme avec Marina Foïs et Jonathan Cohen? Non. Qui est une comédie pendant tout le long où effectivement c'est une comédie sur la grossesse, etc. Et en fait, je parle de ça parce que c'était ouf. J'ai vu ce film et en fait, je me suis dit mais ça me paraît quand même extrêmement vrai. Comme accouchement, si tu veux. Waouh, ça m'a rappelé des souvenirs, etc. Et en fait, j'ai lu après coup que le film était filmé en contre-champ, donc c'était un vrai accouchement que la réalisatrice a pris le parti de filmer en vrai, et qu'en fait de l'autre côté t'avais Marina Foïs qui était elle en train de jouer l'accouchement, mais que de l'autre côté c'était un vrai bébé qui était vraiment en train d'accoucher. Ah oui, d'accord. Donc la fin est mi-documentaire, mi-fiction. Incroyable. Donc voilà, j'en parle parce que franchement, comme tu dis, c'est vraiment je trouve une géniale façon de montrer à quel point l'accouchement c'est pas fastoche et qu'en fait effectivement il suffit pas de pousser 3 fois et que ça sorte. C'est vraiment ultra véridique, quoi. J'étais mais c'est pas possible, c'est trop, il y a un truc qui marche pas, c'est trop vrai. Ouais, c'est trop vrai, on n'a pas l'habitude de représenter l'accouchement de manière réaliste. Je pense que c'est un petit peu plus le cas maintenant et encore, mais là, tu vois, pour le coup, je me suis dit waouh. Donc voilà, c'est pour ça que j'y pense, mais c'est vrai que trop bien. Je me permets de le mentionner. Trop bien. Et oui, voilà, bon, en tout cas, j'ai poussé et voilà. Et finalement, ils m'ont dit, madame, là, ça commence à faire long, on veut pas vous mettre en danger, on veut pas mettre le bébé en danger, et tout allait bien, pour elle comme pour moi, donc on va partir tranquille en césarienne. Et du coup, c'était pas du tout traumatisant. Bon, j'ai eu un peu peur, je vais pas le cacher, j'étais dégoûtée d'avoir attendu 1 jour et demi, j'ai vraiment douillé pour finalement partir en césarienne, mais pareil, on a eu une équipe médicale incroyable et du coup, il a pu être là aussi, Antonin, à côté de moi. Il m'a dit qu'il avait un peu trop vu ce qui s'est passé. Mais ça va, il a le cœur bien accroché. Tu sais, c'est le truc cannot be unseen, quoi. Tu vois, tu ne peux plus le dévoir. C'est fini, là. C'est gravé dans le disque dur à tout jamais. Okay. Bon, après, voilà, ça pas... mais du coup, moi, le problème, c'est que j'étais sous péridurale. Il m'avait remis pas mal de doses puisque j'ai vraiment eu mal pendant longtemps. Et après, j'ai eu l'arachy-anesthésie pour la césarienne, donc j'étais complètement droguée. T'étais stone. Ah ouais, et ça, j'avais pas du tout anticipé. Et je me sentais pas stone, moi. Comment ça? Je savais pas que j'étais stone. Comme les gens bourrés qui pensent pas être bourrés. J'ai super bien. Et le premier truc, j'ai honte quand j'y pense. Alice, désolée. Quand ils me l'ont présenté, déjà j'ai halluciné parce qu'en fait on rentre en césarienne et en quelques minutes, ça y est, le bébé est là. Et déjà ils m'ont dit, bon madame, dans 10 minutes votre fille est là. Et j'ai dit, ah oui, c'est vrai que je suis là pour ça. J'avais oublié tellement j'avais mal. Merde. Ah oui, ok. Et donc il me la montre et honnêtement j'ai dit, on dirait un poupon chinois. Et je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Quoi? Et ils m'ont dit, mais oui, elle est très belle. J'étais, oui, elle est super belle. Ok. Et ils m'ont agrafé. J'ai entendu les... C'est quand même hardcore. Ouais. Et voilà. Et par contre, après, Antonin a pu être avec la petite assez vite, faire du pot à pot, et on était tous les 3 tout de suite après, en fait, en suite de couche, ce qui, j'ai appris, est rare, en fait. Bah oui, parce que normalement, surtout t'es en salle de réveil, etc. Oui. Et non, j'ai pu la mettre au sein, j'ai pu... Ouais, c'était... Bon, j'étais complètement stone, donc j'ai des photos et je suis là, heureusement qu'il y a les photos, parce que sinon, je crois que je me souviendrais pas trop de tout ça. Et c'est
cool aussi que tu vois, que ton corps en tout cas ait pu le vivre. Effectivement, sans doute ton cerveau carrément. ne suivait pas. Non. Mais j'ai entendu tellement de darons raconter qu'en fait ils se retrouvent tout seuls avec leur et qui s'inquiètent de ce qui se passe avec leurs femmes, etc. Enfin, c'est vraiment très très compliqué. Mais ok. Nous, on a eu la chance d'être dans une maternité où ils favorisaient ça. Enfin, c'était même pas un sujet en fait. Ils m'attendaient tous les deux et lui, il l'a eu en peau à peau, je crois, tout de suite. Et moi, je l'ai eu après quand ils ont fini les soins sur moi et tout. D'accord. T'as le nom de la maternité ou pas? Ouais, c'est la Muette à Paris. À Paris, très bien. Je dis pour les gens. Parfois, ouais, ça peut intéresser. Jamais, hein. Ouais. C'est une clinique privée, mais c'est pas si cher que ça et c'est top. Ok. Donc voilà. Et là, c'était parti. J'étais stone pour le début de ma nouvelle vie. Ça commence bien. Maybe il y avait un indice sur votre écran. Peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être t'aurais dû consommer plus de drogue. Peut-être l'arachide, j'aurais dû demander en ambulatoire. C'était de la bonne drogue. Pourriez m'en donner pour la maison là? Du drogue, s'il vous plaît. Comment ça, je dois ramener le bébé? Le drogue aussi alors. Non mais c'est vrai que du coup, forcément, le postpartum immédiat, ça a été compliqué. Oui et non, c'est-à-dire que j'étais sous morphine pendant 4 jours, je crois. Après ça, je prenais des comprimés, donc j'étais pas non plus complètement stone, mais forcément ça casse bien. Sauf qu'en fait, c'est là que tu vas te dire que j'étais quand même à l'ouest et que je prenais les comprimés comme on me disait de les prendre pour aller mieux, mais je savais, enfin, il m'avait dit ce que c'était, mais j'avais oublié. Et du coup, je me disais c'est bizarre quand même, je suis dans le sucre. Et en fait c'est normal, c'était de la morphine matin et soir, donc parce que sinon les suites de couches en césarienne sont très douloureuses d'après ce que j'ai compris, et moi j'ai eu cette chance grâce à la morphine de pas trop douiller, de pouvoir me lever comme une mamie certes, mais de pouvoir me lever genre le jour même, le soir même si j'ai pas de bêtises, ce qui est pas mal. Et après par contre c'est cool parce qu'Antonin a pu prendre sa place de père très vite à cause de ça, parce que grâce à ça. Oui, à cause. Je ne sais pas. J'étais pas bien, mais bon, je pense que je l'aurais quand même laissé faire, mais j'ai pas eu le choix. C'est-à-dire que comme j'étais pas physiquement capable de porter mon bébé, etc. C'était lui qui s'en occupait. Il était là super tôt le matin, il repartait le soir, pas parce qu'il était obligé, mais parce que je lui disais franchement, va dormir dans un lit, tu seras mieux. Et donc, et la petite était gardée en nurserie la nuit. Ok. Puis toi, t'avais la morphine, t'étais là. J'aimais. Yes. Je vais planer tranquille. Je pensais que la première nuit, tout le monde m'avait dit, tu dors pas, tu restes. Tellement il y a l'excitation et tout. Et en fait, moi, j'étais shootée, donc j'ai dormi. Ouais, tant mieux. Merci de la morphine, encore une fois. Merci de la drogue. Merci. Pas du tout. Non, écoutez pas ce qu'on dit. Ne faites pas ça à la maison. Non, c'était pas. En vrai, c'était juste bizarre parce qu'en fait. J'imagine que t'en as un souvenir étrange, non? C'est ça? Complètement. Ouais. Comme si c'était un film et que c'était pas moi qui vivais tout ça. Je me disais, je me souviens que je crois que c'était le premier matin où je me suis réveillée, j'entendais des bébés pleurer à la nurserie. Un bébé, et j'ai dit elle pleure, elle m'appelle, et la dame me dit non, c'est pas votre enfant qui pleure. Et j'ai réalisé que je connaissais pas les pleurs de mon bébé encore, et je savais pas quoi en penser. Je me disais c'est fou, et je me suis dit mais est-ce que je saurais à quoi elle ressemble encore. Enfin je regardais, ils me l'ont amenée très tôt à 5h du matin, et je la regardais et je me disais c'est comme un petit étranger en fait. On redécouvre. Moi j'avais l'impression de la redécouvrir après l'avoir connue dans mon ventre pendant 9 mois, et peut-être de la découvrir vraiment. Merci d'en parler, parce que ça aussi, je trouve que c'est un truc dont on parle pas assez, où il y a tout de suite ce truc d'amour fusionnel. Ouais. Effectivement, tu vas entendre son cri, tu vas le reconnaître comme les pingouins sur les banquises, là, tu sais, où ils ont tous des cris, c'est ancré dans leur ADN. J'étais pas un pingouin, moi. Et on l'est pas, personne l'est, en fait, tu vois, on est des êtres humains, et d'autant plus quand tu vois, quand t'as un début de naissance comme ça, tu vois, qui est pas si simple finalement. Ouais. Même si j'ai la chance que ça soit pas si mal passé. Donc je n'ose pas imaginer quand. Mais tu ressentais de la culpabilité sur le moment, c'est ça? Pas du tout. Okay. Sur le moment, j'étais comme étrangère à ce qui se passait. C'est-à-dire que je me disais, en tout cas c'est comme ça que je l'analyse maintenant, je me disais, il faut habiller bébé, il faut changer bébé, il faut nourrir bébé. J'essayais je la mettais au sein, et ça se passait pas mal, c'était cool. Et en fait, à un moment, la sage-femme, je me sens, elle me dit,
parce que Alice se met à pleurer et puis elle pleurait fort 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 et ça a duré genre un quart d'heure, 20 minutes. On vient me voir, on me dit qu'est-ce qu'elle a votre fille? Et je dis je sais pas, je comprends pas, elle est changée, enfin je sais pas ce qu'elle a. Et on me dit vous êtes sûr qu'elle boit du lait à votre sein? Vous êtes sûr que vous avez du lait? Et j'étais je sais pas, elle était pendant 45 minutes au sein, donc pour moi elle avait bu. Et en fait non. Il y avait quasiment rien encore qui sortait parce que c'était J1 ou J2. Oui. Et en fait, j'avais pas réalisé que mon bébé avait juste faim. Et je pense que j'ai quand même ressenti de la culpabilité que j'ai enfouie très profondément parce que déjà, j'avais pas le temps d'y penser et que j'étais fatiguée. Mais oui, après coup, ça a forcément joué. Enfin, parce que sur le moment, donc je faisais tout ça, j'écoutais ce qu'on me disait. Il y avait des sages-femmes plus ou moins bienveillantes suivant les gardes. J'ai eu droit quand même à un sermon parce que j'étais vraiment cassée en deux la nuit. Pour dire, je pouvais pas porter ma fille encore. J'étais encore trop faible. La cicatrice était toute fraîche. Et du coup, je demandais à ce qu'elle aille en nurserie, je sais plus, de minuit à 5 heures pour pouvoir me reposer et dormir. Et juste parce que j'avais peur de pas réussir à la porter de son petit berceau là jusqu'à mon lit. Transparent là. Ouais, j'avais pas d'abdos en fait. Et en fait, j'en ai une, je sais plus, c'était à J3 ou J4 qui m'a dit. Mais enfin, madame, il va falloir apprendre à vous occuper de votre enfant. À un moment, c'est pas à nous de le faire. Et je sais pas d'où m'est venue cette force, alors que je me suis mise à chialer, clairement. Mais je lui ai dit, mais en fait, si, c'est votre travail de vous occuper de mon bébé pendant que je me repose. Et en fait, il y avait un mec, je sais plus si c'était un infirmier et tout, qui était là et qui est resté après. Il m'a dit vous inquiétez pas, elle est toujours comme ça, mais vous avez raison, il faut vous reposer, etc. Et il m'avait dit vous avez bien fait de lui tenir tête, c'est bien. Mais je me suis dit ouais, mais qu'est-ce qui se passe quand tu tiens pas tête et que t'es à ce moment-là, j'étais en plein baby blues ce soir-là. Ça, j'avais oublié. La chute d'hormones où on se met à pleurer pour rien. Et quand Tonin, il n'arrivait pas à repartir parce que je faisais que pleurer et je disais mais va-t'en, de toute façon, ça sert à rien, je vais pleurer quoi qu'il arrive. Oh, putain, Dieu. Le pauvre. Le pauvre. Oui, enfin, nous pauvres. Oui, c'est ça. Mais donc, c'était très bien que je garde pas ma fille ce soir-là. Et je pense, j'aurais pas dû avoir de culpabilité de la part de quelqu'un, du personnel soignant. C'était un peu violent quand même, ça. Je me le suis pas formulé sur le moment, mais après c'est coup... c'est cool que tu lui aies tenu tête, Ouais, en fait, je me voyais juste pas le faire. Je savais que si je prenais la petite, j'allais passer une nuit horrible. J'allais pleurer, elle allait pleurer, tout le monde allait pleurer. Et bon, j'ai réussi à y tenir tête, ce qui est un peu fou, parce que je suis plutôt du genre à écouter ce qu'on me dit et à baisser la tête et à dire oui. Ouais, mais je crois que les réseaux sociaux ont un peu servi à ça aussi, tu vois, à dire, en fait, c'est toi la patiente, c'est toi le patient, en fait, tu peux aussi t'affirmer complètement. face au personnel médical. Et pas subir. Voilà, mais dire ce que t'attends d'eux, quoi. Exactement. Cool. Ouais. Très bien. À un moment donné, vous rentrez chez vous ? À un moment donné, on rentre chez nous. Je me suis occupée donc de ma fille la nuit. Je rigole. Un moment. J'adore. Donc on rentre chez nous. À ce moment-là, c'est important de dire que j'avais abandonné l'allaitement parce que je sais pas. Pourtant j'avais du lait qui s'était mis à sortir et tout, mais j'arrivais plus. Enfin, je me sentais pas physiquement. Okay. Et donc on rentre chez nous et là je me dis ok, que se passe-t-il maintenant La vie est désormais en Technicolor, c'est ça? Ouais, exactement, et tout le temps, H24. Et par là, j'entends qu'on dormait pas beaucoup. Et pourtant, si je dis pas de bêtises, parce que je trouve qu'on oublie beaucoup de choses au fur et à mesure, parce que ça change très vite. Ouais, avec les bébés, tout change très vite, on oublie pas qu'on a manqué de sommeil et tout, mais je trouve qu'on oublie certains détails, certaines choses qui nous semblent très importantes sur le moment. Mais Alice, c'était un bébé plutôt cool dans le sens où elle grossissait bien, elle était en pleine forme, elle se réveillait pas trop la nuit, quand même toutes les 3-4 heures, mais c'est pas horrible. À ce moment-là, j'étais trop contente d'avoir des visites parce que pour moi, je me suis vue en tant que mère dans les yeux de mes proches quand ils sont venus nous rendre visite. Là, je me suis dit, ça y est, ils me voient mère, donc je suis mère. C'est bizarre de penser ça peut-être, mais... Non, je crois pas. Je crois que j'avais besoin de ce regard un peu extérieur pour valider
c'est parce que c'est quand même un chamboulement aussi dans toute la famille vis-à-vis de ses parents, etc. Mais on est tous, je trouve, on est tous qui on est aussi à travers les yeux des autres. Hein. Complètement. Complètement. On est avant tout des animaux sociaux, quoi. Tu vois, donc non, ça me paraît pas déconnant d'avoir besoin de la validation d'un regard extérieur pour te le sentir toi à l'intérieur. Oui, je pense que je me suis dit un peu fake it till you make it, c'est-à-dire c'est pas parce que je voulais pas avoir l'air de tout savoir sur ma fille et tout, j'apprenais à la découvrir, mais je veux dire par là que du coup, je trouvais que le regard des autres aidait vachement à se sentir légitime en fait. Okay. Et pourtant, je me suis sentie, enfin c'est horrible de dire légitime parce qu'on est légitime à être les parents de ses enfants. Enfin, je veux dire, il y a même pas, c'est pas une question à se poser, je trouve, à partir du moment où on prend soin d'eux. Mais j'avais vraiment l'impression quand je me sens au tout début, je me baladais avec Alice, je me disais, est-ce que les gens se disent que ça se voit que j'improvise un peu. Il y avait des trucs que je savais pas et on a découvert au fur et à mesure, c'est normal. On est d'accord que tu continues à improviser et que... Bien sûr, encore plus même maintenant. Moi, je continue à improviser avec mes filles, hein, tu vois, alors qu'elles elles sont grandes. Je trouve que c'est même encore plus le cas, plus ils grandissent. Mais ça, j'ai découvert après. Parce qu'un bébé, quand il va bien, qu'il est en bonne santé, c'est pas si compliqué que ça, dans le sens où tu peux vite savoir qu'il y a quelque chose qui va pas, et souvent ça va être mécanique, ça va être aussi qu'ils ont des angoisses, etc. Mais je trouve que c'est facile puisqu'on est vachement dans le tactile, dans le... Oui. Voilà. Alors qu'après viennent les problèmes psychologiques, les émotions, tout ça. Et ils ont déjà des émotions, c'est pas ce que je veux dire, mais je trouve que c'est plus facile de les apaiser. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Oui, de passer par généraliser. Un câlin, etc. Ouais, exactement. Je trouvais que c'est pas que c'est moins fatigant, parce que ça l'est. On n'est plus. En fait, ce que j'ai trouvé le plus dur au début, c'est qu'on n'est plus à son rythme. On n'est jamais seul, on n'est plus à son rythme, on peut plus manger quand on a faim, on peut pas se doucher quand on voudrait se doucher, on peut pas planifier beaucoup de choses parce que surtout au début il y a pas vraiment de rythme, le bébé il a faim, il mange, hein. Et donc ça c'est dur pour la grande planificatrice que je suis de laisser mon rétro-planning au placard et de dire on doit improviser justement et on doit s'adapter. Et du coup je pense que c'est là que la mue s'est faite et c'est là qu'on devient vraiment parent. Quand on commence à se poser les questions de comment fonctionne son enfant et de s'adapter à lui. Et ça n'arrête jamais après. Mais donc voilà, ça a été un peu la plus grosse claque au tout début, c'était ça. Et en fait, j'avais quand même anticipé le fait que je ne saurais pas de quoi seraient faits mes premiers mois, puisque j'avais pris un congé parental pour prolonger un peu mon congé mat. Donc je savais que jusqu'à ces 6 mois, j'allais être à la maison avec elle. Et ça faisait partie du truc où, quand j'étais à 7 ou 8 mois de grossesse, je sais plus, on commençait à parler nounou, crèche, etc., voire même avant, parce qu'à Paris, il fallait s'inscrire à la crèche dès que... Avant de concevoir. Voilà, exactement, voilà. Et donc, du coup, je me sens que je me disais justement, quand j'étais enceinte, là, je suis un petit rétropédalage, on me parlait de nounou, etc., et ça faisait partie du truc où je me disais, mais... je ne me vois pas me confier mon enfant à quelqu'un alors que mon enfant n'est même pas né. Enfin, qu'est-ce que vous me demandez quoi là ? Oui, c'est vrai. C'est un peu violent. Enfin, oui, un peu absurde. Ouais, complètement. Et donc je me disais, du coup, je me laisse jusqu'à ces 6 mois pour prendre mes marques, pour découvrir quel genre de maman je vais être, ce que j'ai envie de faire, et puis apprendre à la connaître en fait, tout simplement. Et ça coïncidait au fait qu'Antonin en plus avait sa formation, donc c'était bien parce qu'il n'était pas sur un rythme trop dur. Et donc quand Alice avait 1 mois et demi, lui il a repris sa formation, mais avant ça on était tous les 3. Et je pense que ça a été un vrai luxe. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le congé pat de maintenant, qui est tout récent, hein, et qui est encore que 1 mois. Oui, qui est pas non plus fou, mais qui est mieux qu'avant. Qui est déjà mieux qu'avant. Mais donc, on a eu ce grand luxe d'avoir 1 mois et demi ensemble, et je pense que c'est pour ça que le début a été doux. C'est que on prenait le relais l'un de l'autre. Pour les nuits, comme on donnait le biberon, j'étais pas obligée d'être tout le temps... Enfin voilà, on avait nos shifts. Ouais. On s'engueulait un peu la nuit, mais on se disait ça compte pas, ce qu'on se dit la nuit. Ça ne compte pas dans notre couple, ça reste la nuit. Tu veux dire que le congé paternité et le congé parentalité d'une manière générale, et surtout le congé paternité, aide vraiment, et en fait aiderait vraiment, je crois, globalement la société. Hein, oui. Je vous mettrai un lien si ça vous intéresse, je vous invite à l'écouter. J'ai fait un épisode avec Tristan Champion qui on a fait un bouquin d'ailleurs et qui raconte son congé paternité
c'était en Suède, Norvège. Norvège. Oh là là, je ne sais plus. Désolé Tristan si t'écoutes. Mais où lui, il a fait 3 mois avec un tout petit bébé, donc vraiment en plus plongé dans le grand bain. Et à quel point c'était déroutant pour lui de se retrouver dans cette société en plus, parce que tu te retrouves avec les autres pères qui s'occupent aussi de leurs enfants, où lui-même se disait attends, il y a une après-midi à la crèche, qu'est-ce que je vais aller foutre moi là en tant que mec, tu vois, dans une crèche. Et puis il se retrouvait avec des grands barbus, des immenses bûcherons, des mecs et tout. Il dit, dis donc. Ah ouais, moi, c'est viril alors de faire ça, très bien. Bon, bref. C'est génial. Je mettrai un lien dans les notes si ça vous intéresse. Il est génial cet épisode. Mais je pense vraiment que nous, en tout cas en tant que famille, ça nous a vraiment soudés et ça a permis à tout le monde de prendre sa place. Et d'avoir un équilibre familial, qu'il y ait chacun ait sa place de parent et qu'il n'y ait pas que moi qui fasse tout ou que lui. D'ailleurs, ça aurait pu être l'inverse. C'est plus probable, mais... Oui. Et donc du coup, en fait, après ces 1 mois et demi de bulle, en fait, je me sens très bien le premier jour de sa formation à me dire, bon, maintenant, il faut que je sois... Enfin, en gros, je me disais, il faut que je sois tout le temps dispo pour Alice et que je pouvais... Enfin, limite, je me disais, je vais pas me doucher s'il est pas là parce que j'ai peur qu'elle pleure ou je sais pas quoi. Enfin, quand j'y repense maintenant, je me faisais une montagne parce que j'avais peur que, je sais pas, de pas l'entendre ou... Alors que, en vrai, enfin... On était dans un appart de 40 mètres carrés, je pense que je l'aurais entendu. Mais voilà, il y avait j'ai eu un peu l'impression d'avoir une sorte de pression qui me tombait sur les épaules de là, la journée, c'est moi. Et c'est que moi. Et première erreur, je pense, mais que j'ai dû faire pour apprendre que c'était une erreur, c'est que en fait, il faut un village pour élever un enfant et que j'étais pas obligée de prendre tout ce poids sur moi. Alors, la société est telle que maintenant, c'est très compliqué de faire autrement parce que déjà le conjoint ou la conjointe doit retourner bosser, que les 6 grands-parents, beaux-parents ils sont peut-être encore en train de bosser ou ils sont juste pas là. Les amis bossent. Donc on se retrouve. Je me suis retrouvée à ce moment-là assez seule. Ceci dit, c'était encore à peu près. C'était l'été, donc j'allais beaucoup me balader au bois de Vincennes, si ça parle à des gens, parce qu'il y a beaucoup de mamans et de papas esselés avec leurs enfants dans les parcs du bois de Vincennes. Et je me baladais 2h le matin, 2h l'après-midi avec la petite en poussette. Et j'essayais de la caler sur un rythme, etc. Et en fait, au début, c'était génial parce que j'ai pris mon rythme, elle aussi, et on passait des super moments. Sauf qu'en fait, les mois se sont mis à passer et je me voyais toujours pas reprendre le boulot en septembre, n'ayant pas trop de nouvelles de mon entreprise, ne sachant pas où j'allais. Et l'idée de passer en freelance commençait à faire son chemin à ce moment-là, parce que j'avais beaucoup le temps de réfléchir pendant les siestes et les balades. Et du coup, j'étais en pleine ébullition, tout en étant forcée un peu à résidence, parce que avec Alice, comme elle a fait ses nuits très très tard, elle a fait ses nuits à 15 mois, on dormait pas la nuit, et donc j'essayais de la caler sur un rythme la journée pour qu'elle dorme mieux. Spoiler, ça a pas marché. Enfin, un peu, mais ça a pas fait des miracles. Mais donc du coup, ce que je veux dire par là, c'est que en même temps, à ce moment-là, ce qui s'est avéré être mon début de maternité et de parentalité a coïncidé aussi avec un gros moment dans ma vie professionnelle où je me suis dit, je vais peut-être faire le pas de me mettre à mon compte. Et quelques mois plus tard, j'ai prolongé mon congé parental et en fait, peut-être 2 mois après la prolongation, Alice avait 8 mois, je suis partie de ma boîte et je me suis lancée en free. Ouais. Waouh. La folle. Non, alors franchement, c'est pas moi qui vais te juger de... Non, mais je me juge a posteriori. C'est vrai ? Non, mais je me dis que c'est dingue parce que je dormais pas. Enfin, vraiment, je ne dormais pas parce qu'elle se réveillait 2-3 heures la nuit. J'étais quand même dans une période de ma vie où j'étais quand même assez seule, il faut le dire. J'avais quelques amis que je voyais de temps en temps, mais mes relations de boulot, je les voyais plus trop. Tu demandais de l'aide ? J'en ai demandé à des moments où je craquais vraiment beaucoup, sauf que j'en avais pas forcément. Le sein de quelqu'un qui m'a dit tu l'as voulu, tu l'as eu.
Ouais. Quelqu'un qui n'a pas, je vais pas dire. De la part d'un ami ou d'une amie, n'est-ce pas ? De quelqu'un de proche. Et en fait, je pense que c'était juste une incompréhension totale de ce que c'est que d'avoir un enfant et de ce que c'est que le postpartum, justement. Et de la fatigue extrême par laquelle on peut passer, même quand son enfant dort, parce que c'est un rouleau compresseur de fatigue, en fait, qui nous tombe dessus. On peut passer un message, hein, si vous avez une amie qui est en plein postpartum, surtout n'hésitez pas, vous pouvez aller lui proposer de façon un peu désintéressée et spontanée de l'aide de 1 heure, de garder le petit, la petite. Meilleur cadeau de naissance. Voilà. Moi je dis meilleur cadeau de naissance, c'est apporter des plats congelés, la bouffe, proposer de faire le ménage ou de payer quelqu'un, enfin peu importe, proposer de passer, mais pas de passer prendre le café et de laisser les jeunes parents tout préparer, parce que souvent on se rend pas compte, je trouve, quand on n'est pas dans la situation, mais quand on arrive pour une visite et que les parents sont crevés, et ben en fait ça leur ajoute quelque part un truc, ils sont contents de voir les proches, etc., mais souvent ça rajoute un stress, et souvent le bébé derrière il va aussi prendre sur lui pendant toute la visite. Et moi je me sens d'Alice qui hurlait après certaines visites pendant 1 heure, 2 heures, parce qu'en fait ça faisait du bruit, parce que elle avait pas pu être posée dans le calme, et donc je trouve que un des meilleurs cadeaux de naissance qu'on peut faire, c'est pas forcément des fringues ou un truc comme ça, c'est vraiment d'être présent, ou même juste une oreille attentive, en fait, si on peut pas être là, ne pas juger on sent vraiment ne pas juger, d'accord, ne pas juger les choix de vie des autres. On sent le vécu. C'est pas parce qu'on a voulu un enfant que c'est pas dur. Je dis toujours, regarde, quand tu postules un job par exemple, et que c'est le job de tes rêves, et t'y vas, et en fait au bout d'un moment il y a des difficultés, c'est pas ce que t'imaginais, il y a des trucs difficiles comme dans la vie, en fait, et on va pas dire tu l'as voulu, tu l'as eu. Et je trouve ça vachement dur, en fait. On demande aux parents, il y a une injonction à être un peu parfait tout le temps, et à être tout le temps à courber les chines, à dire oui, c'est vrai, j'ai voulu mes enfants, donc en gros tout ce qui va avec, c'est ok, je dois l'accepter. Sauf qu'en fait je suis pas trop d'accord avec ça, dans le sens où on impose à des gens humains qui ont des limites, parfois de dépasser ses propres limites, et c'est ce qui mène aux dépressions du postpartum, au burn-out parental. T'avais pas beaucoup d'amis qui avaient des enfants à l'époque ? Pas trop, et pas proches de moi. C'est ça aussi, je crois, tu vois, c'est qu'il y a un peu ce truc de manque de vécu commun qui est compliqué à comprendre. Complètement. J'ai entendu beaucoup d'amis à moi qui, tu vois, au bord de la trentaine, qui ont des enfants, des amis qui ont des enfants, des amis à elles ou à eux qui ont des enfants, et qui d'un coup d'un seul, bien sûr, en fait, l'enfant devient le centre de l'univers. Ouais. C'est vrai qu'il y a un peu un détachement qui se fait à ce moment-là. Complètement. Moi, je comprends pas ta vie, donc c'est compliqué, quoi. Et c'est vrai que c'est très très dur c'est clair. de garder le lien à ce moment-là un peu intact, parce qu'en fait, il est plus jamais le même. Mais complètement. Ça rabat. Moi, je trouve que c'est vraiment, ça rabat les cartes sur plein d'aspects. En fait, on peut parler des amitiés. C'est vrai que c'est un vrai sujet, je trouve, parce que soit on n'a pas ce lien commun, et voilà, soit les autres sont parents et galèrent pas comme toi, et tu te sens encore plus incompris. Ou alors peut-être qu'ils galèrent pas comme toi. Parce que peut-être ou ils galèrent la société, sur d'autres sujets. Voilà, exactement. Peut-être la société leur dit, c'est quand même mieux de pas montrer que tu galères. Tu veux dire que c'est un tabou ? Je ne sais pas. Pourquoi on viendrait en parler dans les podcasts, du coup ? C'est clair. Non, mais voilà. Donc, à ce moment-là, voilà, un peu de longs mois de solitude qui étaient choisis, quelque part, mais qui ont été un peu subis au bout d'un moment. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu m'écris et tu me dis, ok, le postpartum pour moi a duré 3 ans, quoi, parce que là on est d'accord qu'on est à 6 mois. Ouais. Qu'il reste encore 2 ans et demi ensuite. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé pas mal d'étapes un peu fondatrices. Déjà, il y a eu un premier truc qui m'a quand même aidé à sortir du gros dur, c'est le fait de passer en free. Déjà, je me disais, au moins j'ai une ligne directrice et je sais où je veux aller professionnellement. Après, je savais où je voulais y aller, mais entre le fait de pas avoir de moyens de garde, parce que du coup, j'avais pas anticipé ça, et la pandémie qui s'est pointée un peu de temps après. Oui. Cette fameuse qui m'a
servi à avoir du boulot parce que du coup il y a eu beaucoup de contrats qui ont été il y a eu beaucoup de moins d'embauches en fait en interne, je suppose, hein, je ne sais pas, mais du coup j'ai eu des contrats de free. En même temps j'avais pas de moyens de garde et je pensais commencer à faire garder ma petite vers ses 1 an, donc en mars 2020. Yes. Meilleur timing. Quelle bonne idée. Et ben non, du coup. Non, c'est pile au moment où je me suis sentie prête enfin à la confier, que c'était plus possible. Et là, ton rétro-planning, bam, encore un grand une coup fois. de pied. Exactement. Ouais. Donc là, on rentre dans la 2e année de vie d'Alice, où là, j'avais affaire quand même à une petite fille d'1 an, donc c'est quand même pas pareil, et plus la pandémie. Donc bon, le confinement, je passe dessus parce que c'était une période un peu étrange où on a tous survécu, où il y en a qui ont kiffé, enfin bon, c'était bizarre. Mais après ça, je me suis dit non, là quand même, il faut que je trouve un moyen de garde, je me sens prête, j'ai besoin de temps pour moi. J'ai ressenti à nouveau le besoin de prendre du temps pour moi. Parce que avant ça, j'avais l'impression que Marjorie, la femme, n'existait plus. C'est-à-dire que j'étais dédiée aux besoins de ma fille, mais ça, je m'en suis rendu compte après. Sur le moment, j'avais l'impression d'avoir disparu, n'ayant plus de boulot, je m'étais dissoute un peu. Ouais. Et à un moment, il a fallu taper du pied au fond de la piscine et dire bah non, là il faut se bouger, il faut remonter, il faut Marjorie, elle peut pas disparaître parce que c'est pas possible en fait. Il faut se bouger les fesses. Et donc du coup bah voilà, le free m'a aidée et puis après je me suis dit tant pis, je vais y laisser des sous, mais j'ai pris des babysitters recommandés 1000 fois, etc. Et au début c'était 1 heure par semaine, 1h30, et j'étais ouf, j'avais l'impression d'avoir... j'étais à waouh, la liberté. Je peux me balader dans la rue et faire ce que je veux, et enfin, c'était incroyable. Et je me sens que ça me paraissait dingue, et le temps qui jusque-là me semblait très long, parce que j'étais dans le temps du bébé, dans le temps de ces journées à m'occuper d'elle et à la promener, à aller un peu au square et tout, mais bon, c'était pas... Et vous aviez pas décidé d'un shift, comme tu disais tout à l'heure avec Antonin, tu vois, pour réussir à trouver des moments... D'un budget Non, même pas forcément d'un budget, mais tu vois, que lui puisse s'occuper de sa fille et que toi, à ce moment-là, tu puisses juste être par toi-même, quoi. Alors en fait, je pense que pour être tout à fait honnête, il me le proposait tout le temps. Je pense qu'il me disait, prendre du temps pour toi. Il faut que tu prennes du temps pour toi, je vais m'occuper d'elle samedi matin. Il me proposait des trucs concrets. Et franchement, je pense qu'il va me dire « Ah, j'avais raison, dans ça. » Je te l'avais bien dit. Ouais, mais il avait raison, mais j'arrivais pas à lâcher prise. Et je pense que ça vient d'une certaine culpabilité qui est liée à la naissance d'Alice, où j'étais tellement stone et tellement à l'ouest que j'ai mis quelques jours à me rendre compte du fait que j'étais sa maman, qu'elle était là, et du coup, je pense que j'ai un peu voulu rattraper ce temps perdu en surinvestissant tous les moments que j'avais avec elle et notre vie, et que du coup, en devenant une hyper-mère, presque. Ah là là, l'hyper-mère. Ouais. On en a parlé, hein, oui. avec je sais. Caroline, si je me souviens. J'ai pas voulu écouter, pour le moment, j'écouterai après, parce que j'avais trop peur que ça me parle trop. Ça devrait te parler. Ouais. Et c'est un vrai gros sujet, je trouve, au 21e siècle, là où, en fait, on a eu si on revient même 60 ans en arrière, en fait, tu vois, les parents avaient pas du tout le même rapport aux enfants, etc. Pas du tout. Alors certes, avec plein d'aspects négatifs, mais je crois qu'on est en train on est dans une balance un peu excessive et qu'il faut revenir peut-être à un truc sociétalement. Oui, où on n'oublie pas. On n'oublie pas qui on est, quoi. Voilà, qui on est, et on n'oublie pas la mère dans le schéma parental, parce que je pense que la femme et la femme, mais aussi, en tant que mère, je veux dire, c'est peut-être un peu obscur ce que je vais dire, mais en fait Alice, elle fait pas la différence entre les deux. Et je veux dire que moi, je suis sa maman, et la façon dont je me présente à elle et dont je vis ma vie va forcément avoir un effet sur elle. Et c'est ça que je veux dire, en fait. C'est que c'est super important que dans le schéma familial, elle voit que son père a son boulot, ses loisirs, ses amis, sa mère aussi. Et c'est normal. Et j'espère qu'elle se posera même pas la question de la différence, quoi. Et pour moi, il y a un autre truc aussi, c'est que c'est hyper important, je trouve, pour les enfants, et surtout pour les filles, de voir qu'en fait, leur père peuvent prendre soin d'elle, tu vois, et que effectivement, toi, de ce fait-là, tu puisses te retrouver avec du temps et dire, moi, je suis parti boire des coups avec mes potes, pendant que papa s'occupait de toi, et ça fait partie d'un équilibre, en fait. Ouais.
D'accord, donc beaucoup de culpabilité. Je pense. À cause, entre guillemets, de ces... A posteriori, en fait. De ces 2-3 premiers jours dans lesquels t'étais pas bien, quoi. Mais en fait, c'est des journées, on en parlait, hyper importantes au final. Bien sûr. Mais moi, évidemment, sur le moment, à l'époque, je l'avais pas conscientisé. Ouais. Je l'avais... Non, mais je l'ai vu bien après, où je me suis dit, pourquoi je me suis mise dans cette situation-là ? Parce qu'il y avait finalement plein de possibilités. Effectivement, j'aurais pu prendre des babysitters plus tôt, j'aurais pu demander peut-être un peu plus d'aide. Sauf que je trouve aussi que quand on est dans le dur comme ça, c'est pas évident de lever la tête et de prendre du recul sur sa propre situation. On se rend pas forcément compte à quel point on est au bout, à quel point on a besoin de temps, à quel point on s'est perdu. C'est seulement quand on est vraiment, qu'on a passé la limite que ça devient, qu'on s'en rend compte en fait. Un peu trop tard. Pas forcément, parce que j'ai réussi à redresser la barre, mais... Non, c'est jamais trop tard. Il fallait que je passe par là, je pense, pour me prouver peut-être à moi-même que j'étais une bonne mère. Je crois que c'était ton chemin. Voilà, exactement. Et voilà. Et là, on est à... Alice avait 1 an et demi, 2 ans. On commence à dormir. C'est vachement important. Hein. C'est vachement important. Et en fait, c'est là qu'on obtient une place en crèche à mi-temps et que je peux enfin, à ce moment-là, quand Alice avait presque 2 ans, reprendre le boulot de manière sereine parce que avant ça, je la gardais et donc je bossais quand je pouvais bosser, c'est-à-dire ses siestes, quand elle en faisait, parce qu'à un moment, elle a décidé de faire la grève, le soir. Et ça m'a permis clairement d'être une meilleure maman parce que j'étais beaucoup plus cool, je pétais beaucoup moins des câbles parce qu'il y a eu des moments où on n'en parle peut-être pas parce que ça fait pas partie du portrait de la mère parfaite, mais il y a des moments où je pétais les plombs parce que quand t'as ton enfant qui veut pas dormir ou qui te rappelle 15 fois dans la nuit ou juste, je sais pas, juste qui pleure pour une raison que t'arrives pas à comprendre, et ta patience, quand elle est grignotée, quand il reste plus qu'un mini bout de patience tous les jours, c'est super dur. Et t'es pas le meilleur parent que tu peux être à ce moment-là. Tu fais ce que tu peux. Et j'imagine que ça enclenche en plus la culpabilité. Exactement. Ça nourrit le monstre. Ouais, carrément. Donc, ouais, complètement. Donc en fait, la place en crèche, j'avais un peu peur, forcément, comme je pense tous les parents, de confier ton enfant à un étranger. En fait, une fois que j'ai vu que ça se passait super bien, que les personnes étaient de confiance et que ma fille s'éclatait, ça a tout changé pour moi. Et en fait, pour ces 3 ans, enfin à peu près un peu avant 2 ans et demi, on a une place à temps plein en crèche. Et alors là, c'était mon équilibre parfait. C'est-à-dire que je pouvais bosser, j'allais la chercher pas trop tard, vers 17h. Donc on avait des moments de qualité le soir. Alors, quand je dis de qualité, ça veut pas dire que tout se passait nickel, mais voilà, c'était le parfait équilibre. Moi, t'étais présente pour elle, t'avais la sensation d'être présente correctement, entre guillemets. Okay. Ouais, tout à fait. Et mon statut me permet quand même d'avoir cette chance qui est parfois un peu un fardeau parce que je suis souvent la personne qu'on appelle quand elle est malade ou quand c'est les vacances et que, enfin, c'est toujours moi qui vais la garder par défaut en fait. C'est pas forcément son père qui est salarié. Mais j'apprécie maintenant, voilà, ce bon équilibre qui a été très long à trouver et très difficile, même moi, pour me débarrasser de cette culpabilité et pour aller mieux en fait et trouver mon équilibre de jeune mère et de femme. T'as l'impression d'avoir vraiment trouvé cet équilibre-là et que... Maintenant, oui. Ouais. Elle est tout juste. Hein. Elle vient de rentrer à l'école, donc... Ouais, mais en vrai, c'est pas si long, hein, tu vois, sur... C'est vrai. Mais bon, en train de te dire... Ça va probablement être à nouveau amené à changer parce que la vie est comme ça. Bien sûr. Mais ouais, c'est vrai. Ok. Bah, bravo. Ouais, merci. Non, mais ça a l'air d'avoir été un sacré chemin et en fait, c'est vrai que... Je me rends compte à quel point c'est dur de lâcher prise et tu vois de faire appel, de demander. Je crois aussi que c'est pour ça que j'ai fait Histoire de Daronne au final, c'est que je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de femmes, de mères qui aussi s'enfermaient dans ce rôle-là et que j'aime bien leur parler, en fait leur dire faut aller demander de l'aide, quoi. Même si c'est pas simple. Hein. Non, c'est pas simple parce que déjà, ça demande d'aller au-delà de sa fierté et d'avouer qu'on en a besoin, ce qui est pas évident. C'est vrai, c'est pas évident. Oui, t'as raison. Surtout sur ce sujet parce que aux mères, on demande. Enfin, je trouve, je trouve que quand un père s'occupe de ses enfants en bas âge, notamment, c'est genre.
Waouh. Le mec reçoit Voilà. tellement de Oui, bah, de médailles. T'es voilà. là, oui. Il y Voilà. a plein de darons d'ailleurs qui Oui. font le fameux dad blessing là, qui Exactement. disent moi désormais je suis un père génial, vous allez voir. J'ai changé les couches Je hier. sais changer des couches. Alors que les mères, c'est ok, bon, c'est juste C'est normal. Ouais. C'est Et, ton si métier. et limite, si tu le fais pas, c'est moyen, Bah tu oui. vois. Tu es une mauvaise mère, dites donc. Bah ouais, attends, tu veux rebosser 2 mois après avoir donné naissance, c'est moyen, hein, tu veux pas profiter de ton enfant. T'as pris un congé parental, pourquoi tu retournes pas bosser? Attends, enfin, on reçoit des messages contradictoires et des injonctions en permanence. Alors tout ça évidemment, même quand on est super, qu'on se dit non mais c'est bon, ça me touche pas. Forcément, je trouve que ça travaille dans l'inconscient et dans la manière dont les gens vont interagir avec nous, ou par une petite remarque qui va pas forcément être méchante de manière consciente, Oui. mais voilà, ça blesse et c'est pas évident. Et moi, ce qui m'a aidé aussi, je tiens à dire, c'est que j'avais un groupe Facebook de mamans que j'ai rejoint, qui m'a beaucoup aidé. C'est un peu comme ce que tu fais avec ton Discord, je pense. Et en fait, je me suis fait une très proche amie maintenant avec qui on a vécu notre matrescence, comme on dit. Ouais. C'est la contraction de maternité et adolescence. C'est un très bon podcast de Clémentine Sarlat sur le sujet. On a vécu en fait cette accession à la maternité ensemble quasiment, et donc encore maintenant, on se parle tous les jours de nos filles et de nos problématiques de parents, et ça aide tellement, ça change tout en fait. Ouais, c'est cool. C'est vraiment, c'est tellement important de parler et de trouver du soutien, etc. Et effectivement, si t'avais pas d'amis autour de toi ou peu d'amis qui avaient des enfants, c'est dur de trouver du lien et c'est ça. du lien commun, quoi. Ouais, ou alors des gens trop occupés. Enfin, voilà. Voilà, c'est la vie. De leur vie. Comment t'as l'impression que la Marjorie d'avant regarde la Marjorie de maintenant, si tu veux, tu sais, où tu dis t'avais peur de ce passage en Technicolor là? Je pense que maintenant je peux dire que je suis assez fière du chemin parcouru. J'ai dû avoir besoin de rabattre les cartes, de repartir de zéro, de disparaître presque pour que la nouvelle, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, il faut casser pour, il faut détruire il pour a fallu, reconstruire, passer par une phase de déconstruction pour reconstruire quelque chose de nouveau. Je pense que maintenant, elle serait fière. Je pense qu'elle aurait eu peur de ce qui l'attendait, honnêtement, du chemin à parcourir. Je pense que j'imaginais pas ça à l'époque, quand même si je me doutais que ça allait être quelque chose. Je pensais pas que ça allait être aussi fondateur sur plein de sujets. Mais là, je peux dire que je me sens dans un bon équilibre, et du coup, j'en suis assez fière. Parce que je pense que je le dois à beaucoup d'aide extérieure, mais aussi à moi-même. Bah oui, avant tout. Lançons-nous quelques lauriers. Bah oui. Non mais l'aide, effectivement, l'aide vient, mais en fait, si t'es pas prête à la prendre, à être ouverte à cette aide-là, etc., c'est vachement compliqué. Et je crois que c'est important, tu vois, t'as dit déconstruire, mais pour moi, il faut vraiment parler de destruction, parce qu'en fait, pour moi, il y a un vrai truc. La déconstruction, c'est trop sympa. Tu vois, pour moi, il y a un vrai truc où il faut embrasser cette destruction tu vois, de toutes les images que tu pouvais avoir, de toutes les projections, de tous ces remarques que les gens ont dit, profite, parce que tu verras, après, c'est plus compliqué. Non, en fait, en vrai, faut prendre toute l'idée que t'avais de cette vie après, faut casser cette image-là, mais vraiment, faut la détruire faut finir par te dire, ok, en fait, maintenant que c'est détruit, je peux la reconstruire avec, ma vraie vie aujourd'hui, et pas des images ou des projections que tu te fais de la mère parfaite que tu devrais être, le couple parfait que tu devrais être, ton enfant parfait, etc., quoi. Donc c'est bien de le dire, je trouve. Ouais, complètement. Faut embrasser la destruction pour reconstruire ensuite. Non, mais c'est vrai. C'est douloureux, par contre. Ou comme toute destruction. Et il faut pas hésiter, je le dis, à se faire aider psychologiquement si on a besoin et tout. Je tiens à le dire. Moi, je suis pas passée par ça à ce moment-là. J'avais déjà fait des thérapies avant, mais pas là. Et après, j'ai fait de la sophrologie, ça m'a beaucoup aidée. Mais je pense qu'il faut pas hésiter, vraiment. Ah, c'est dur à faire tout seul, effectivement. Et je crois qu'on sous-estime vraiment l'impact que peut avoir cette vie de maman et de papa sur la santé mentale, quoi. Ouais, complètement. Est-ce qu'il y a autre chose sur lesquelles je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé parler dans ce podcast? Dans ce podcast, non, je pense pas. Juste peut-être dire que on parle de tout ça et qu'il y a des moments très durs, mais il y a aussi des moments de grâce, il y a des moments merveilleux, et évidemment
l'amour n'a peut-être pas été, ça a peut-être pas été un coup de foudre avec ma fille, je le dis, hein, mais par contre l'amour est bien là maintenant, et c'est peut-être plus là l'essentiel. Bah oui. Bien sûr, c'est évident. Non, mais c'est important de le dire parce que je pense que quand on est enceinte et qu'on entend ce podcast, on peut un peu flipper ou se dire mon Dieu, si j'ai pas le coup de foudre. Et bah non. Enfin, rassurez-vous, les choses viennent. Les choses viennent, quoi qu'il arrive. Et effectivement, comme tu dis, c'était ton chemin. Et en fait, il y a autant de chemins possibles qu'il y a de vie, qu'il y a de parcours, etc. Et je crois que l'autre truc aussi, c'est que on entend beaucoup les choses qu'il faut faire à tout prix. Et en fait, je trouve ça cool de venir juste raconter ton histoire. Oui, complètement. Et en fait, ton histoire, c'est ton histoire. Voilà, exactement. Il n'y a pas de parcours parfait de mère. Sinon, s'il y avait une recette... Ça saurait. Ouais, il y aurait eu des bouquins sur le sujet. J'ai une dernière question pour toi. Oui. Si Alice écoute ce podcast dans 10 ans, qu'est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui ? La question. J'ai envie de lui dire de toujours écouter sa petite voix intérieure et de jamais douter de cette voix. Parce que même si cette voix dit des choses qui semblent folles ou pas raisonnables, en vrai, c'est souvent elle qui a raison. Donc je lui dirais de jamais douter d'elle-même et de son intuition. Voilà. Quand tu parles de petite voix, tu parles d'intuition, j'imagine. D'intuition, tout à fait, d'instinct, on peut lui donner plein de noms, mais de s'écouter, d'écouter ses entrailles, quoi. Voilà. Merci Marjorie. Merci à toi. C'était trop bien. Vraiment, j'ai adoré ce moment. Ah, merci, c'est gentil. C'est cool alors. Ah oui, tant mieux. C'était top. Merci à toi. Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com. Tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. etc. Enfin, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.